Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 287e rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir Louis Duro pour son ouvrage J'ai raté le train d'Auschwitz aux éditions Istia qui est sorti le 4 janvier dernier. Alors cher Louis, je préfère vous prévenir, il n'y aura pas ce soir cet air de F mineur, soyez certains, et nous ne sommes pas en juin fort heureusement, sinon vous seriez en train de passer le bac pour une 10e fois. J'aimerais vous poser cette première question. Très bien, c'est bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à écrire ce livre en... Alors, je ne sais pas en quelle année vous avez commencé à écrire ce livre, mais pourquoi C'est avoir décidé euh, de le publier c'est un livre aujourd'hui? qui a été écrit récemment, c'est-à-dire le projet et le livre s'est fait il y a 2 ans. Moi, j'avais bien sûr mes souvenirs, je ne pensais pas que ça puisse intéresser quelqu'un, donc je n'en parlais pas. Et c'est mon agent Kim qui m'a proposé d'en parler et d'expliquer par mon histoire l'aboutissement au statut d'un artiste designer. Alors, racontez-nous justement comment vous en êtes venu à écrire ce matériau qui est si difficile à écrire des années après. Comment les souvenirs se sont transformés? Est-ce que finalement, vous avez perdu quelque chose, quelques Si vous mémoires? voulez, moi j'ai une histoire et puis j'ai une démarche dans laquelle je cherche à affirmer une certaine conviction artistique euh, que j'illustre en la créant, hein, et euh, qui, qui vient de ma formation et mes tendances initiales. Disons, quand j'étais adolescent, je croyais à la philosophie et donc j'avais une conception philosophique de l'objet d'art. Et alors justement, est-ce que vous avez dit à l'instant que ça a été écrit, que ce livre-là a été écrit récemment? Comment vous avez façonné tout cela justement de manière littéraire? Est-ce que finalement l'art et la littérature ont des points communs? Alors, si vous voulez, d'abord, sur le plan philosophique, où j'ai une formation, bon, je sais un petit peu écrire, et ensuite, on m'a demandé de raconter mon histoire, et mon agent m'a confirmé que ça intéresserait le public, alors je l'ai raconté. Et En fait, initialement, j'avais plutôt d'autres soucis en tête. Disons que je m'intéressais davantage à la philosophie et au contenu de l'objet d'art contemporain. Alors, comme je voulais pouvoir affirmer certaines choses, j'ai pensé que pour être légitime, il fallait non pas commenter l'art, mais le faire. Et que en le faisant, eh bien, je devenais légitime à en parler. alors très bien, mais alors justement, ces souvenirs, comment vous les avez évoqués, façonnés finalement? Est-ce qu'on perd pas un petit peu de matière quand on raconte des choses aussi Alors, si vous anciennes? voulez, les choses que l'on raconte dans mon histoire sont des choses extrêmement marquantes. Par conséquent, on peut les raconter ou ne pas les raconter, mais on ne les oublie pas. Le, si vous voulez, les épisodes de ma vie ont été extrêmement marquants, donc j'avais aucune difficulté de mémoire. Euh, enfin, bien entendu, la vie que j'ai menée comme petit réfugié entre 4 ans et demi et 6 ans et demi était une vie qui n'avait aucun intérêt, qui était d'ailleurs sinistre, hein, et je l'apercevais comme sinistre, et par conséquent, je n'ai pas cherché à retenir ce qui se passait. Hein. J'ai retenu certains points fondamentaux parce qu'ils avaient une importance émotive énorme, mais j'ai un peu oublié la façon dont j'ai vécu pendant 2 ans. Je me souviens de certaines choses, mais non seulement ça ne m'intéressait pas, mais j'ai détesté ma vie d'enfant et par conséquent, ma mémoire n'a pas cherché à la mettre en valeur. Et vous parlez d'ailleurs de brouillard récemment. Oui, absolument. C'est exactement comme ça que j'ai vécu ma prime enfance. Au milieu d'un brouillard, au milieu de choses que je ne comprenais pas,
que je sentais hostile et qui n'apportait aucune gratification d'aucune sorte. Donc, je savais que ce qui se passait, il fallait l'oublier. Il faut quand même savoir que quand je m'endormais, moi j'espérais ne pas me réveiller à l'époque. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on va rapidement commencer par ce postulat du livre, puisque, en effet, J'ai raté le train d'Auschwitz ne raconte finalement que peu de choses sur cet épisode-là, notamment dès les premières pages, mais ce n'est qu'un postulat de départ qui fait état ensuite de votre destin, de votre vie. Donc, à la suite d'une dénonciation, votre famille Anthony, tu peux parler un peu plus fort parce que Louis n'entend pas très bien, s'il te D'accord, très plaît. bien. Ça marche, je vais essayer. À la suite d'une dénonciation, votre famille est raflée, déportée à destination d'Auschwitz, sauf Alors, que si le vous véhicule. voulez, j'ai une histoire familiale d'une très grande simplicité. Personne n'a survécu, proche ou lointain. Je n'ai, j'avais, euh, mon père a sauvé la vie de son frère, donc j'avais un oncle et un cousin. Ma vie familiale se résumait à cela. J'avais pas de tante, pas de grands-parents, pas d'oncle, pas de cousins. Tout ça avait totalement disparu. Euh, euh, je je m'en inquiétais pas d'ailleurs. J'ai dû attendre d'avoir 11 ans pour comprendre pourquoi je n'avais pas de famille. Jusqu'à 11 ans, bon, ben, j'avais pas de famille, c'était comme ça, et je me posais pas de questions. De toute manière, je cherchais une vie, une vie onirique, une vie d'évasion. Donc, de toute manière, ce qui se passait autour de moi, à mes yeux, était à rejeter, quoi que ce soit. Et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à rejeter ce qu'on voulait faire de moi. Hein, le mot, euh, le mot a fait fortune dans la politique de M. Mélenchon, mais j'étais un insoumis, donc inapte à aller à l'école, inapte à tenir un cahier de cours, euh, inapte à faire les punitions qu'on me donnait et que je ne faisais pas, hein, et considérant que, enfin, dans mon esprit, l'école et d'une certaine façon, le camp de concentration, pour moi, ça se confondait un petit peu. C'était un peu la même chose. Hein. J'ai appris à refuser d'obéir à qui que ce soit. Donc, bien entendu, je n'ai jamais travaillé comme salarié et je n'ai jamais eu quelqu'un qui dirigeait mon travail. Et les mots sont très forts par rapport aux salariés, en effet, dans votre Alors, livre. c'est pas toujours simple à vivre, donc j'ai eu des péripéties parce que il fallait compenser. Le, à 16 ans, j'avais déclaré que je ne travaillerais pas pour personne. Bon. Et j'ai quand même réussi à vivre. Alors donc, il fallait faire des choses qui étaient forcément un petit peu en marge de ce qu'on appelle le travail. Par Alors, ailleurs, je fréquentais des artistes, et ces artistes, le nouveau réalisme surtout, c'était des gens qui jouaient. C'était des gens qui ne vendaient rien et qui s'amusaient comme des fous, mais qui étaient complètement méconnus et qui, dans la galère. Moi, je me souviens que certains soirs, avec mon copain François Arnal, on allait se promener à la coupole pour attendre que quelqu'un nous invite à dîner. Et ça marchait parce qu'il était bel homme. Voilà. Et je me posais pas de question d'intégrer d'une manière ou d'une autre la société où nous vivons. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je n'ai pas davantage vraiment intégré. Euh, donc, depuis, il doit y avoir 35 ans que personne ne me donne d'ordre ou me commande quelque chose. Voilà, et ça vient de cette enfance où je considérais que tous les adultes et tous ceux qui m'entouraient étaient hostiles. Et d'ailleurs, effectivement, se comportaient de façon un peu hostile parce que les conditions de vie étaient telles que forcément, il y avait des problèmes. Je prends un exemple tout à fait intéressant. La gardienne de chèvre
qui cachait et nourrissait 14 petits gamins n'avaient bien sûr pas de ticket d'alimentation, puisque ces gamins n'avaient pas d'état civil. Il fallait qu'elle se débrouille pour nourrir 14 personnes dans une période de pénurie. Alors, il y a forcément des moments ou des jours où ça ne marchait pas. Ça, d'ailleurs, j'étais tellement sensible à l'atmosphère qui m'entourait que ce détail-là, il ne m'a jamais vraiment marqué. Hein. Euh, Aujourd'hui encore, je peux sauter un repas sans même y penser. Le traumatisme est tenace. Le Il a dit traumatisme est tenace. le traumatisme est tenace. Ah, le traumatisme est tenace et surtout, il a fait de moi une espèce d'autiste et il a fait de moi un opposant résolu à peu près à tout. C'est-à-dire un anarchiste, mais qui voulait réaliser quelque chose. Je voulais faire quelque chose, mais en même temps, je voulais rejeter tout ce qui m'entourait. Le, bien entendu, je n'ai jamais été marié, j'ai jamais eu d'enfant. J'ai eu des relations avec des femmes, mais totalement en marge des conventions. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce miracle de Noël, entre guillemets, vous l'appelez le miracle de Noël? Si vous voulez, peut-être que dans mon livre, je ne l'ai pas très bien expliqué. Le miracle de Noël, c'est le suivant. Les, les Allemands remplissent un camion qu'ils doivent déverser dans un train, et puis il y a un problème avec le camion sur la route, et le camion est en retard. Et quand le camion arrive à la gare, j'ai raté le train. Le train est parti. Or, c'est Noël, c'est le 23 décembre. Et les Allemands savent déjà, plus ou moins, je pense, qu'ils vont perdre la guerre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est faire la fête, ne s'occuper de rien, ne pas avoir des prisonniers à garder, ne pas avoir des gens à s'occuper. Donc, ils finissent par se débarrasser de nous en nous ramenant chez nous pour être tranquilles et passer des fêtes de Noël festives, joyeuses et sans nous. De toute manière, pour eux, nous, on ne comptait pas. C'était qu'on prenne le train, qu'on ne le prenne pas, qu'on meure, qu'on vive, tout ça, ça n'avait aucune importance. Alors, ils nous ont ramenés là où ils nous avaient pris, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de nous. Ce n'était pas prévu. Hein. Donc, s'ils avaient été des fonctionnaires militaires consciencieux, bah, ils auraient se sont débrouillés pour garder dans un coin les 60 personnes qu'il y avait dans le camion et attendre le prochain train. Et justement, c'est ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils voulaient avoir l'esprit libre. Alors, ils ont expliqué ça entre eux en allemand, et il se trouve que ma mère a été élevée en Allemagne. Elle parle l'allemand, elle parlait l'allemand comme le français, et par conséquent, et mon père aussi d'ailleurs. Et donc, ils comprenaient ce que les gens se disaient entre eux, ils l'ont expliqué aux autres qui ne comprenaient pas l'allemand, et donc ils ont compris que bien sûr, on allait les ramener chez nous, mais que si on y restait, on serait recueillis quelques jours après. Donc, le miracle de Noël, c'est qu'au lieu de nous déposer dans le train, on nous a ramenés chez nous avec l'intention de nous reprendre. Bon, évidemment, quand ils sont revenus, on n'était plus là. Alors, à l'époque, ben, c'était en fait grâce à, à Monseigneur Saliège de Bordeaux. À l'époque, les chrétiens avaient reçu injonction par l'évêché de Bordeaux, qui avait fait lire dans toutes les églises une instruction comme quoi il ne fallait plus remettre et rafler des gens, il fallait les protéger contre les Allemands. Et donc, ma mère ça a été protégée dans un couvent à Nice, ma sœur dans un endroit un peu comme le mien, dont j'ai très peu discuté avec elle, parce que ses souvenirs étaient encore pires que les miens, et donc je ne voulais pas réveiller quoi que ce soit. D'ailleurs, ça s'est très mal terminé. À 22 ans, ma sœur s'est suicidée. C'est une très jolie fille, diplômée, bon, qui ne supportait pas, qui ne supportait pas les rêves qui lui restaient de la période.
Alors donc, bon, moi, je m'en suis accommodé de différentes façons, mais moi, je me noyais dans une action. Euh, j'ai- je- euh, J'avais mon aire de jeu près de la rivière, avec de l'argile. Puis ensuite, quand on m'a recueilli et ramené chez moi, j'ai commencé à me fabriquer une aire de jeu avec tout ce que je trouvais sous la main. À l'époque, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un jouet, mais mon père m'emmenait avec lui dans les ateliers où il faisait travailler les gens, où il faisait faire à façon d'outillage, et dans ces ateliers, dans la caisse où l'on jette tous les déchets, il y avait des bouts de ferraille. Eh bien, moi, je l'ai récupéré et je me suis fabriqué un mécano. Hein, j'ai même réussi, en récupérant des petits moteurs, en récupérant beaucoup de choses, j'ai réussi à fabriquer un automate qui marchait, que j'appelais radar. C'est alors j'étais totalement perdu là-dedans. Alors au début, l'absence de nourriture a provoqué un rachitisme aigu. On l'a mal soigné par des injections de calcium pour recalcifier les os, ce qui a d'une part impacté ma taille et d'autre part ce qui a le calcium est venu se fixer dans l'œil et donc j'ai perdu la vue. Mais personne s'en est rendu compte. Comme pour moi, le monde était un espèce de brouillard, bon, j'avais une vague vision. Et lorsque plus tard, la maîtresse d'école chez les jésuites s'est rendue compte que je voyais pas clair, bon, d'abord elle m'a installé une chaise devant le tableau, puis elle a appelé mes parents pour leur dire que j'étais pas un débile mental comme ils le croyaient, j'étais simplement quelqu'un qui voyait pas clair. Ce dont personne ne s'était aperçu. Alors, bien sûr, ce genre de parcours peut vous faire perdre, en quelque sorte, votre indulgence. Donc, j'ai en quelque sorte acquis un esprit de rejet, puis un esprit critique. Et d'ailleurs, mes œuvres d'art ont un côté transgressif, toujours, ludique, c'est-à-dire qu'elles visent un public enfantin ou un public inculte, mais elles ont un côté transgressif, ce qui fait qu'il a toujours été difficile pour le public de les comprendre, et ça a toujours pris du temps. Alors, ça finit toujours par arriver, mais il y a toujours eu un décalage. Alors, effectivement, euh, moi, je vivais dans mon monde et j'ignorais le reste. J'ignorais le reste, et donc, un petit exemple, et ça se passe dans mon livre, euh, il y avait des contraintes que l'on vit quand on est écolier. En voici une qui a perduré, je crois, c'est de noter le cours du prof. Bien, moi, je ne voulais pas noter le cours du prof. Donc, quand on me demandait un cahier, je disais que j'en avais pas et que je ne voulais pas en avoir. Donc, j'étais puni. Bon, mais j'ai passé ma vie scolaire à être puni. Euh, alors, il y a des limites, c'est-à-dire que j'avais tellement de raisons d'être puni qu'ils n'arrivaient pas à fournir en punition. Mais alors, chez les jésuites, il y avait des lignes à faire. J'estimais que faire des lignes, c'était stupide, donc je ne les faisais pas. Donc on me doublait. Alors, j'étais pas mauvais. Une fois qu'on m'a opéré l'œil droit et que j'ai commencé à voir clair en m'asseyant près du tableau, je suis devenu un élève tout à fait correct et même plutôt bon. Moralité, mais ma conduite euh, a été plus ou moins excusée la première année, objet de blâme la deuxième année, et puis objet d'exclusion la troisième. Et ça s'est passé dans tous les établissements scolaires où j'ai été, c'est-à-dire euh, l'école des jésuites de Rocroi-Saint-Léon, le lycée Jacques de Cour, euh, euh, qui se trouve près de Pigalle, Nutruden, et le lycée Pasteur. Euh, j'ai été exclu pour mauvaise conduite de toutes ces écoles, donc j'ai même passé mon bac en candidat libre, parce qu'on ne voulait plus que j'aille dans une classe. Pourquoi on ne voulait plus que j'aille dans une classe? Eh bien, parce que
lorsque le prof disait ou faisait quelque chose qui me semblait irrationnel, eh ben, je le faisais remarquer à haute voix. Alors, genre, votre démonstration, elle est compliquée. Il y en a une beaucoup plus simple, si vous voulez, je vais vous la faire. Bon, ce genre de truc. Ou bien, le, euh, le, votre démonstration repose sur un calcul algébrique. Il y a une structure qui permet de se passer le calcul. Bon. Alors, si vous voulez, pour moi, les mathématiques, c'était un jeu dont je ne voyais pas l'intérêt. Pourquoi j'ai fait des mathématiques? Parce que mon père voulait que je fasse des études scientifiques. Il ne voulait pas que j'aille aux Beaux-Arts. Parce que les Beaux-Arts, c'était euh, une école de va-nu-pieds, de losers. Donc, en même temps, puisque j'étais contestataire de tout ce qui m'entourait, il y avait une façon de l'affirmer. C'était d'appartenir à un parti politique qui, lui, était contestataire. J'ai donc été communiste, ensuite membre de l'Union d'étudiants communistes. Ça n'a pas d'intérêt au point de vue de ma conduite, mais ça a présenté l'intérêt qu'à l'époque, l'art était de gauche, et par conséquent, les artistes et les partis politiques avaient des relations. Donc, puisque j'étais communiste et activiste, eh bien, on m'a présenté des artistes qui soutenaient les mouvements. Par conséquent, c'est ce que j'explique dans mon livre, le fait de, d'appartenir à des mouvements d'extrême gauche, communistes, trotskistes, enfin, bon, ensuite, j'ai dû quitter, mais ça a créé un, un monde de relations, et ce sont en fait eux, les communistes, qui m'ont présenté les premiers artistes pas très importants, et les premiers artistes pas très importants m'ont présenté des artistes importants, et j'ai fini par devenir l'assistant d'artistes importants. Et ces artistes, ou le critique d'art qui les soutenait, Pierre Estany, ont fait mon éducation artistique, puisqu'on m'avait interdit de postuler à l'école des beaux-arts. Voilà, j'accepterai pas que tu ailles à l'école des beaux-arts parce que c'est une école de crève-la-faim. C'était le discours de mon père. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai commencé des études scientifiques. Alors, j'ai choisi les mathématiques pour une raison, les mathématiques pures, l'axiomatique, les fonctions récursives, enfin, différentes choses. Et j'ai choisi les mathématiques parce qu'à l'époque, en 1959, les mathématiques pures, ça ne servait à rien. Donc, je pouvais étudier quelque chose qui ne serait jamais utilisé. De toute manière, c'est un monde que j'ai quitté très vite, même si je l'ai retrouvé plus tard en étant un ingénieur de recherche. C'est un monde que j'ai quitté très vite parce que c'était un monde, à l'époque, dans les années 50, c'était un monde sans femmes. Donc, j'avais une raison supplémentaire de considérer que c'était une voie totalement sans issue. Et il ne fallait pas me parler d'avenir parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose dont je ne me suis jamais soucié. À titre d'exemple, je n'ai pas de retraite. Je n'en suis pas occupé. Et, bon. Alors, si vous voulez, j'ai pu créer mes œuvres avec l'esprit du nouveau réalisme. Le nouveau réalisme, c'était une variante en 3 dimensions du pop art, et c'était une, une tendance qui cherchait la dérision, le bouleversement et l'opposition à la société de consommation. Le pop art, c'est une dérision de la société de consommation. Le cas le plus typique qu'on connaît, c'est le cas d'Armand, dont certaines œuvres s'appellent des poubelles. Alors, il se trouve que, bien entendu, dans les années 60, un artiste ne vendait rien, mais comme la vie était facile parce que le chômage n'existait pas, eh bien,
il y avait un esprit ludique, une joie de vivre, un goût de la provocation, hein, et puis donc une priorité au côté hédonique de la vie, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, ça s'est pas toujours passé très bien, mais en finale, j'ai fini par créer une entreprise pour qu'elle me fournisse du matériel, de l'argent, du temps, des machines, parce que les projets que j'avais étaient techniquement sophistiqués. Pour comprendre ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une partie de mes œuvres sont irréalisables par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un essaye de faire ce que j'ai fait, il ne pourra pas. Parce que ça demande un niveau de connaissances technologiques que j'ai cherché à acquérir, et d'ailleurs, que j'acquiers toujours parce que le jeune homme qui, à 16 ans, expliquait qu'il jamais ne travaillerait, eh bien, depuis 23 ans, non, depuis 26 ans, je dirige un service de recherche des polymères dans une grande société française qui s'appelle Soprema. Bon. Mais comme disait De Gaulle, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Ça s'est passé comme ça. Alors, bien sûr, je travaille avec un PDG qui a compris ce qu'il pouvait obtenir de moi et qui a très bien compris ce qu'il ne fallait pas me demander. Donc, bien entendu, je ne pointe pas au bureau à 19, 10 heures ou 11 heures, je ne pars pas à 5 heures, je vais au laboratoire quand j'ai envie d'y aller, je le quitte quand je veux le quitter, je propose des produits. Alors, en fait, c'est quand même assez sérieux. La société Soprema a une division qu'on appelle étanchéité liquide, dont tous les produits ont été conçus et formulés par moi. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça permet, ça permet de connaître plein de possibilités de matières plastiques, ça permet en quelque sorte d'utiliser de façon artisanale des produits industriels. Et donc, si vous continuez à travailler dans cette voie-là, au fur et à mesure que le temps passe, vous apprenez à faire des choses qui ne sont pas faisables sans les nouvelles techniques que vous apprenez. Il y a actuellement un exemple. J'ai, pour mon agent et pour une exposition en Chine, j'ai fabriqué une lampe méduse, hein, ou même deux lampes méduses. Eh bien, euh, si quelqu'un veut copier l'objet, il ne réussira pas. Hein. J'ai fait des filaments incassables, j'ai fait un objet qui se tient tout seul. Ça demande une connaissance que j'ai fini par acquérir. Mais j'ai commencé par l'acquérir contre, contre les gens qui m'employaient. Donc, j'ai été, avec beaucoup de litiges ou de problèmes, j'ai été conseiller technique et directeur de recherche dans un grand nombre de sociétés avant de créer la mienne et d'être finalement aujourd'hui directeur de recherche dans une grande multinationale, dans une société chinoise et dans une société de Hong Kong. Anthony pose une question. Oui, merci, merci Kim. Mais c'était passionnant. Sophie, c'est à toi. Alors, Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, C'est on bon, c'est bon. m'entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Duro. J'ai évidemment lu votre livre qui m'a beaucoup touchée. Et dedans, vous parlez d'une de vos idoles qui est Alan Turing. Et quand votre père vous demandait qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, vous lui répondiez que vous faisiez confiance à Turing. alors, Alan Turing est un immense mathématicien Ouais. qu'on a poussé au suicide et il a, il a cassé le code des Allemands, le code Enigma. Il a euh, créé les bases de l'ordinateur et il a créé une théorie selon laquelle, dans un système dynamique, le chaos finira par produire une organisation. Son but étant d'expliquer comment la vie avait pu survenir sur Terre, pour des raisons mathématiques. Alors, moi, j'ai une confiance aveugle là-dedans. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme moi, comme ça, parce que les contacts et les possibilités que j'ai eues étaient non prévisibles. Je m'agitais dans tous les sens, et de temps en temps,
mon agitation, entre guillemets, payée. Voilà. Alors, bon, j'ai quand même eu une formation mathématique de base, même si je ne l'ai pas terminée. Hein, et donc, j'étais tout à fait intéressé par deux mathématiciens très célèbres, Alan Turing et Gödel. J'ai passé un an à étudier le théorème de Gödel qui explique qu'il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Qui explique que les mathématiques ne pourront pas résoudre tous les problèmes mathématiques. Mais il en a fait la démonstration. Alors, si vous voulez, j'ai transposé un petit peu ce genre d'idées dans ma vie quotidienne. J'étais persuadé que, en m'agitant dans tous les sens, à un moment donné, une opportunité viendrait. Et par conséquent, je ne faisais pas de projet et je ne planifiais rien. Bien entendu, il fallait quand même obtenir les moyens techniques de réaliser. Donc, j'ai dû jouer à l'industriel pendant 15 ans pour avoir ces moyens techniques. Parce que j'ai un énorme atelier qui est une usine, hein, et qui permet de faire des objets que l'on ne peut pas faire sans ma technologie. Alors j'aimerais qu'on parle de cette rencontre avec Nicolas de Staël parce qu'elle est si importante aussi dans le livre. Vous côtoyez tout au long du livre beaucoup de stars de l'art. J'entends. Attends. Il aimerait que tu parles de la rencontre avec Nicolas de Staël. Alors je vais Alors, lire si un vous passage, voulez, attends Louis, je vais si lire vous le voulez, passage. j'ai rencontré Nicolas de Staël quand j'avais 12 ans, parce que à 12 ans, j'étais capable de donner des cours de maths à des gens qui en avaient 16, hein, ce que je faisais. Alors, il y avait un peintre de troisième plan, hein, Alexandre Garbel, qui avait adopté un fils, et je donnais des cours de maths à son fils, et il y avait une relation amicale entre nous. Donc, c'est un russe, donc je venais très souvent. Il avait à Montry une très belle propriété avec un jardin très grand. Enfin, et donc, je venais là, et là, j'ai rencontré un de ses amis, qui était russe comme lui, et il y avait un problème à mes yeux dans le travail d'Alexandre Garbel, qui était un homme charmant, mais dont j'estimais que la peinture ne valait rien. Et donc, j'en ai discuté un petit peu avec ce grand gringalet qui s'appelait Nicolas de Staël et qui rencontrait quelquefois Garbel à l'église orthodoxe de la place des Ternes. Donc, euh, euh, il m'a un peu expliqué ce qu'il faisait. À 12-13 ans, je doute que j'ai vraiment bien compris. Mais, si vous voulez, il a confirmé une certaine vision de l'art que j'ai eue, c'est-à-dire que chez les spectateurs de l'art contemporain, j'ai considéré qu'il y avait une certaine imposture. Voilà. Et lui en était conscient. Alors, dans son cas, ça s'est mal terminé parce que l'art contemporain est un art d'innovation et il a eu l'impression qu'il était dans une impasse. C'est Anthony. Alors je vais lire le passage que vous avez choisi Louis puisque vous êtes grippé et vous ne pouvez pas lire ce soir. Donc je vais lire le Je passage. lis pour toi. Je lis le Le passage passage que tu as choisi. qui Je vais parle de la lire. rencontre avec Nicolas de Staël. Vous l'interpellez et vous commencez à parler ainsi. Trop facile, vous ne trouvez pas, d'empiler des formes les unes sur les autres, de barbouiller des couleurs pour faire joli. Staël lève vers moi la fumée de sa cigarette et un sourcil presque amusé. Alors dites-moi, mon jeune ami, qu'est-ce que nous devrions faire? Je n'en avais foutrement aucune idée du moment présent. Pourtant, vous avez raison, l'abstraction pure, c'est l'ennui, le désespoir. Je cherche, je crois, la signification, capturer l'émotion, rien d'autre. Jamais l'abstraction ne Je m'a n'entends pas. convaincu. Il est en train de lire. Oui, Il est en train je de lire. n'entends pas ce qu'il dit. Il lit Jamais la- l'extrait que tu as choisi sur Oui. Nicolas de Staël. Voilà, c'est Alors, bon. si vous voulez, Nicolas de Staël était extrêmement conscient de la problématique de l'art abstrait contemporain, c'est-à-dire du divorce entre l'intention d'exprimer
de l'artiste et une certaine impossibilité de ressentir du public. À mes yeux, ça m'a confirmé dans l'idée qu'il y avait deux publics pour l'art. Il y avait un public qui se prétendait cultivé et dont je n'étais pas sûr que le ressenti était honnête. Je pensais que quelquefois, le roi était nu. Et puis, il y avait un art très vivant, le pop art, par exemple, le graffiti, et le nouveau réalisme, qui est un pop art à 3 dimensions, qui était fait, qui était une dérision de notre monde de consommation, mais qui était, qui, qui était fait pour être compris. Pas un peu, Louis. Et je me suis toujours dit que quand je crée une œuvre, il fallait que je me pose la question du ressenti de mon audience. Et c'est une question que se posait Nicolas de Staël, parce qu'en fait, il était incompris. D'ailleurs, l'exemple typique, c'est qu'il a fallu attendre des années après son décès pour qu'on l'expose. Il avait une galerie qui vendait ses œuvres, mais ça ne prouve rien. Moi, j'ai vendu des œuvres dès que j'ai commencé à en faire. J'en ai vendu, il en circule environ 300 ou 400 qui sont achetés, vendus, revendus. Mais j'avais un objectif, c'était que je voulais que l'audience auquel je m'adresse puisse comprendre quel était mon propos sans avoir une formation sophistiquée et élitiste d'histoire de l'art. C'est-à-dire, je voulais faire des objets d'art que monsieur tout et madame tout le monde, en réfléchissant un peu, pouvaient comprendre. Voilà. Alors, Nicolas de Staël avait le problème que ce qu'il voulait faire n'entrait pas dans cette optique-là. Mais il en était conscient et ça lui posait un problème. Ça lui a posé un problème d'ailleurs d'une extrême gravité, vous le savez. Mais c'est ça justement que je trouve fascinant aussi dans ce que vous évoquez sur l'art, sur l'inculture. Et je vais citer le deuxième passage, je vais lire le deuxième passage qui est tout à fait saisissant, qui est plutôt rare dans le monde artistique, qui est plutôt qui fait parler l'intelligentsia. Tu vas lire un autre extrait que tu as choisi. Oui, je lis un autre extrait. Je dois le dire, tout ce que j'ai pu faire en art trouve sa source dans l'inculture. J'ai une forme d'esprit primaire qui vient peut-être de mes ancêtres mongols. Je n'ai aucune psychologie, sûrement parce que mes affects ont été tranchés net, d'un coup de tenaille quand on m'a déposé comme une chose chez Madame Guizol. Rudesse du tempérament alliée à une grande résistance physique, une volonté de me confronter à ce qui me résiste. C'est pourquoi j'ai voulu créer des œuvres que seuls les incultes comprennent, et devant lesquelles les autres, les savants, les lettrés, les érudits restent quoi, précisément parce que leur culture est un carcan, le bandeau qui les aveugle, la poutre dans l'œil. C'est fort ce que vous dites sur... Alors, si vous voulez, si vous voulez, derrière cela, il y a le fait que ma prime enfance a fait de moi à la fois un contestataire et un insoumis, et que par conséquent, j'ai toujours considéré l'objet d'art comme une forme de transgression. D'abord, avec une priorité à la dimension ludique et un refus de notabilité. Et tous les refus du code de l'art, notamment la finition parfaite ou le respect des règles de la figuration. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des objets avec une technique qui leur donnait un sens. Mais je n'ai jamais cherché à leur donner une finition parfaite, ce qui n'aide pas à être compris. Autrement dit, j'estimais que le sens des œuvres les justifiait et que
la finition parfaite était une coquetterie bourgeoise, et donc, dans beaucoup de mes œuvres, elle n'est pas là, même quand j'ai des assistants qui pourraient la faire. Est-ce que justement, je rebondis sur ce que vous dites, sur cet épisode avec Christo et Jeanne-Claude, ces deux artistes qui sont saisissants là aussi, si vous m'avez entendu, Louis. Une demande, la période que tu as rencontré Christo et sa compagne. Tu te rappelles qu'ils ont empilé les... Alors, si vous voulez, la période de Christo, c'est la période du nouveau réalisme, et c'est une période où l'art est un jeu. C'est une période où C'est le l'art début du est street art, chargé finalement. C'est le début de du street art. démonter la notabilité et d'affirmer comme œuvre d'art des objets qui, dans la tradition culturelle, ne le sont pas. Et donc, de dévoiler la dimension artistique de l'utilisation de certains objets. Alors, il s'agit essentiellement d'utiliser l'art pour donner un sens et pas du tout pour donner une esthétique. Pour moi, il y avait la priorité du sens, puisque justement, j'estimais qu'il fallait démonter, qu'il fallait contester tous les codes esthétiques, culturels de mon époque. Et c'est un peu ce que je fais. Alors, il y a un autre épisode dans le livre où, plus entre guillemets humoristique, où vous dites que vous avez passé 9 fois le bac. Certains étaient spécialistes d'agrafage de soutien-gorge. Vous êtes. Je vais vous expliquer d'où vient ce chiffre. Alors, j'ai passé les deux miens, j'ai passé celui de mon cousin, ça fait 3, et puis j'ai gagné de l'argent en passant pendant 5 ans le bac pour des gens, en général à la session de rattrapage de septembre. Donc, j'ai fait ça entre 1958 et 1963. Donc, disons que sur les 10 bacs qui existaient à l'époque, j'en ai passé 6. Bon, c'était une façon de vivre sans travailler. Alors, ça a fini par mal se terminer, mais ça a bien marché au début. Alors, c'est pas très difficile pour quelqu'un qui est étudiant en fac. Alors donc, si vous voulez, je donnais des cours particuliers que j'estimais payer une misère, et j'expliquais aux parents de mes élèves qui étaient des cancres que si vraiment ils voulaient que leur rejeton passe le bac, j'avais une solution supérieure à l'enseignement. Alors la première fois, c'est un parent d'élève qui me l'a suggéré, et les 5 fois suivantes, c'est moi qui l'ai suggéré. J'avais de nombreux élèves parce que ma mère étant coiffeuse, eh bien, je déposais dans son salon de coiffure des petites annonces comme quoi je donnais des cours de maths, de physique, d'anglais, de chimie. Et, et j'utilisais ce racolage d'élèves pour suggérer aux parents une solution lorsqu'ils étaient bien conscients que le bac, qui à l'époque était un examen difficile, pouvait poser un problème à leur rejeton. Il ne faut pas oublier qu'en 1956, quand moi j'ai passé le baccalauréat, il y avait 90 000 candidats et 45 000 reçus sur 2 sessions. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui où il y a 600 000 reçus. À l'époque, le bac, ça se ratait. Donc, j'avais la possibilité et j'ai toujours eu un look un peu plus jeune que mon âge. Vous pouvez même le voir aujourd'hui parce que j'ai 85 ans. Et donc, c'était très facile pour moi, en remplaçant avec les œillets la photo de mon élève par la mienne, de me présenter à sa place sur les épreuves où je me présentais à 3 épreuves principales: mathématiques, physique, chimie.
là, là, je pouvais obtenir une note maximum qui, et puis éventuellement en anglais, qui compenserait la nullité de mon élève sur les autres matières. Donc j'étais nul en français, lui aussi. Voilà. Et j'ai fait ça entre 1957 et 1963. Bon, la dernière fois, ça s'est mal passé. Mais les 5 fois précédentes, où je passais pour quelqu'un d'autre, eh bien, je passais dans. En général, mes élèves étaient convoqués à la salle d'examen de la rue de l'Épée. On sent que vous avez une sorte de fierté à avoir raté cette scolarité. On sent ce petit côté. Alors, si vous Attends, voulez, Louis, attends que Anthony termine, s'il te plaît. Vas-y, Anthony, excusez-moi. Pas de souci. Non, je voulais vous demander, on sent un petit côté taquin, une sorte de fierté chez vous sur cette non-scolarité que vous avez entre guillemets ratée. Est-ce que vous êtes fier ou est-ce que vous regrettez ce temps passé? non, non, si vous voulez, moi, je considérais que la société dans laquelle je vivais, ce que considéraient les anarchistes et les gauchistes, était une société insupportable. Et par conséquent, si j'avais une occasion de la dynamiter, je la prenais. Hein. J'ai eu l'occasion de faire ça en 68. Mais pour moi, euh, ma prime enfance m'a complètement fait perdre toute considération pour l'ordre social environnant. Alors, j'en ai repris un petit peu parce que j'ai dirigé pendant 25 ans une entreprise industrielle et parce que depuis 28 ans, je dirige un service de recherche sur les polymères. Donc, il y a des codes de conduite que je respecte. Bon, j'avais pas envie surtout de retourner en prison pour fraude fiscale ou un truc de ce genre-là. Mais je considère que la société qui m'entoure était invivable et que si je pouvais me débarrasser de ces contraintes, eh ben, j'avais raison de le faire. Il ne faut pas oublier que je porte euh, 3 séquelles de ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, euh, notamment des séquelles visuelles, et que je considère que les codes hein, euh, de la morale qui existaient dans ma jeunesse ne respectaient pas l'individu. C'était le point de vue des anarchistes. Euh, donc, alors, je le raconte parce que euh, si, ça répond à la question simple, bah, puisque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas salarié, eh bien, donc comment vivez-vous? Voilà. Alors, j'avais 2 façons de faire, et l'une de ces façons, c'est de passer des examens, ce qui me laissait des ressources pour au moins 6 ou 8 mois. Euh, Et vous disiez justement que ça s'était mal terminé cette dernière fois au bac. C'est Bah, aussi. ça s'est mal terminé parce que j'étais un peu inconscient et que, bien entendu, quand j'ai eu 23 ans, à un moment donné, un surveillant a considéré qu'il y avait un problème entre mon âge et la carte d'identité. Hein, c'est-à-dire entre mon look et mon âge officiel. Et donc, il a voulu faire un contrôle. Donc, il m'a demandé de le suivre. Bon, mon père m'a fait pratiquer des arts martiaux, de la musculation. Donc, ça ne se voit plus aujourd'hui parce que c'était il y a 60 ans, ou il y a 70 ans. Mais j'étais un athlète assez puissant qui trouvait sa place dans la bagarre. Et par conséquent, on faisait appel à mes services, par exemple, dans ce qu'on appelait le service d'ordre de l'Union des étudiants communistes. À cette époque-là, les étudiants qui sortaient de la guerre, comme moi, étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Ils avaient une tête de moins. Hein, donc j'avais en face de moi des gens qui faisaient 1m70, 1m75 et 65 kilos. Et moi, je faisais 85 kilos en muscle. Parce que
mon père m'avait imposé cette forme-là. Il m'avait expliqué que, vu mes antécédents, c'est-à-dire ma judéité, il fallait que j'apprenne à me battre. Alors, aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, mais à 17 ans, à 18 ans, je considérais ça comme tout à fait légitime. Vous dites même qu'il a fait de vous une sorte de Frankenstein. Pardon. Est-ce que lui, il a fait de toi une sorte de Frankenstein? Euh, non. Mon père a fait de moi un contestataire radical, permanent, systématique, parce que justement, c'était quelqu'un qui, euh, qui avait le respect des conventions. Il appartenait à une époque, au début du XXe siècle, qui n'avait plus rien à voir avec ce que nous, on ressentait entre 1956 et 1968. Donc, il a fait de moi un constat. Et d'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu des conflits importants avec lui. Par conséquent, j'ai quitté son domicile très tôt et j'ai vécu par moi-même. Alors justement, vous parliez de judéité, de judaïsme à l'instant. La Oui. judéité est évoquée dans votre livre, notamment sur ce déclenchement où l'antisémitisme en France n'est plus Mais j'entends Attends, très bien. j'écoute et je t'explique. Ok. Ok. Excusez-moi, vas-y, Anthony. Oui, je disais que Ah oui, c'est bien compris. dans son livre, l'antisémitisme, pour lui, l'antisémitisme d'État n'existait plus à partir du moment où Israël commence à gagner la guerre du Sinaï. Et ça, c'est plutôt bien vu, j'ai trouvé, sur la manière où les Juifs ne sont plus considérés comme des sous-hommes, mais enfin, à partir du moment où la guerre existe, à partir du moment où ils gagnent une guerre, les Juifs ne sont plus considérés en France, sont considérés actuellement comme des véritables hommes. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement fort aussi dans ce chapitre-là. J'aimerais qu'il nous explique tout cela. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer quelque chose. Euh, Entre 1945 et 1968, progressivement, l'antisémitisme a décru. Mais moi, j'ai été chez les jésuites élevé dans l'antisémitisme, et d'ailleurs, à 10 ans, j'étais antisémite. Et simplement, je ne voulais pas m'associer aux élèves de mon école qui se trouvaient en face du lycée Lamartine, et qui de temps en temps harcelaient ou ratonnaient les filles, soi-disant juives, qui étaient dans le lycée Lamartine. Mais j'ai connu une époque où les préjugés antisémites existaient, et puis j'ai découvert, je crois avoir découvert, qu'à partir du moment où les juifs ont montré qu'ils étaient capables de se battre, de gagner, d'être combattants, donc d'être patriotes combattants, eh bien, le mépris que moi j'avais connu et que j'avais même pratiqué étant jeune, ce mépris a disparu. Si vous voulez, à partir du moment où Israël a gagné des guerres contre les Arabes, le juif a cessé d'être un homme cupide sans idéal parce qu'il y avait un contre-exemple. Et ce contre-exemple reposait sur la valeur essentielle de l'Occident. Et cette valeur essentielle, c'est la force. Et par conséquent, puisque les Juifs étaient des combattants forts, ils devenaient estimables. C'est ce que j'ai vécu. Je l'ai vu se réaliser sous mes yeux. Alors, en fait, actuellement, euh, j'ai une petite théorie très simple, qui est la suivante. Tous les Juifs ne se rendent pas compte de ce que Israël leur apporte, parce qu'initialement, c'était un refuge. Mais Israël a fait la démonstration, a fourni le contre-exemple à tous les préjugés antisémites. Ces préjugés étaient surtout axés sur l'idéalisme, le combat, la guerre, la force. Euh, les Juifs ont eu besoin d'avoir l'air fort, éventuellement méchant, mais c'est pas grave en Occident, pour être considérés. Le, si vous voulez, quand j'étais chez les jésuites, je connaissais euh, deux slogans antisémites qu'on nous enseignait chez les jésuites à l'époque. Le premier,
c'était que les Juifs ne savent pas se battre, et le second, c'était que les Juifs sont cupides et n'ont aucun idéalisme. Alors, à partir du moment où l'État d'Israël démontre qu'ils ont un idéalisme, que certains se sacrifient dans des kibboutz sans argent, eh bien, l'image du Juif a changé. Et c'est Israël qui constitue le contre-exemple. Alors, Israël donne le mauvais exemple de la force éventuellement abusive, mais justement, moi, j'ai la conviction qu'en Occident, il n'y a que ça qui a de la valeur. Et ce qui se passe avec Poutine ou avec d'autres le confirme. Donc, pour être estimé, il faut être fort et violent. Et parce que les Juifs se sont montrés forts et violents, qu'ils ont gagné 3 guerres, alors ils sont considérés. Et par conséquent, les Juifs ont, grâce à Israël, une qualité de vie dans le monde qu'ils n'ont jamais connue avant. L'antisémitisme, c'était avant tout un mépris. Eh bien, Israël a fait disparaître le mépris. Voilà. Et c'est donc ma façon de voir les choses et j'essaye d'en convaincre les autres Juifs. J'aimerais qu'on revienne sur les liens entre l'art et la littérature, parce que quand je vous ai vu, notamment sur Instagram, avec certaines vidéos où vous déployez cette matière, j'ai trouvé qu'il y avait un lien fort avec la littérature. J'ai trouvé que vous calibriez les choses, vous posez cette matière, vous la choisissez, vous la pétrissez, on voit que vous êtes très habile de vos mains, euh, est-ce que véritablement vous voyez un lien entre l'écriture et ce que vous faites au niveau artistique? Ah ben, il y a un lien très important parce que j'ai commencé par faire des études de philo. Après, j'ai fait des études de maths parce que j'estimais que seules les maths étaient une discipline sérieuse. Mais, et je voulais euh, proposer euh, une théorie, une façon de concevoir l'art. Et j'ai considéré que pour être légitime et pour être crédible, il fallait pas seulement être un philosophe de l'art, il fallait le pratiquer avec succès. Mais initialement j'ai commencé mes études en faisant de la philo. Et puis, j'ai compris qu'il y avait une certaine vanité dans cette philo, pour des raisons, je dirais presque techniques, pour des raisons qui sont liées à son mode d'expression. Et d'ailleurs, euh, si vous me demandez quel est le livre qui m'a le plus marqué à l'époque, c'est un livre de Jean-François Revel, Pourquoi des philosophes? C'est le titre. Parce que les anarchistes, les communistes, avaient une philosophie qu'on peut discuter, mais les intellectuels, très souvent juifs, qui dirigeaient les mouvements d'extrême gauche, se voulaient des continuateurs du philosophe Karl Marx. Donc, moi-même, je me suis intéressé et dans l'enseignement secondaire, à partir du moment où on a cessé de me demander des narrations, où on a cessé de me demander de narrer ce qui m'était pas arrivé, et où on m'a demandé de commenter des textes ou de commenter des idées, la dissertation, eh bien, moi qui étais nul en français, je suis devenu un très bon élève de français parce que je crois savoir assez bien argumenter et je me suis entraîné à cela en faisant des études de philo. Et par conséquent, comme il y a un problème philosophique avec l'art, eh bien, pour moi, les deux disciplines sont liées et il est par conséquent tout à fait normal que je puisse rédiger correctement quelque chose dans ce domaine. Est-ce que ce livre-là, est-ce que ce livre, J'ai raté le train d'Auschwitz, vous a donné envie d'écrire autre chose sur l'art, notamment? On sent votre spécialisation. Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire un autre livre après celui-ci? Alors, si vous voulez, parmi les aspects de la transgression artistique, il y a l'ironie, il y a même l'humour, qui fait partie des aspects de l'art, de la dernière fraction du XXe siècle, c'est-à-dire le pop art, le nouveau réalisme. Eh bien, l'ironie, l'humour est devenu un des modes d'expression, un des sens de l'œuvre.
Et mes œuvres sont là, en quelque sorte, comme dérision de la notabilité du mobilier. Quand j'étais jeune, j'ai vu que le mobilier, hein, il a tenu, était un symbole de statut. J'ai compris que le mobilier art déco était devenu un symbole de statut d'une certaine fraction de la société qu'on appelait les métèques, c'est-à-dire des, des Levantins, des Juifs, enfin tous ces gens-là qui n'avaient pas à prouver que leur famille était ancienne léguée. C'est euh, cette dérision qui fait partie de ma philosophie de l'art. Et donc, il y a une liaison entre littérature et art parce qu'il y a une volonté d'illustrer un point de vue philosophique avec les œuvres d'art, mais avec les œuvres d'art réelles, de façon à être légitime. Je considère que quelqu'un qui n'est pas un artiste reconnu n'est pas légitime à parler de l'art, même si c'était le cas de Restani. Et vous, vous l'êtes. Vous, vous êtes Est-ce que tu légitime es à parler. légitime? Est-ce que tu penses que tu es légitime d'écrire un livre d'art? Alors, si vous voulez, quand je critique les légitimités, ça concerne autrui, ça concerne les autres. La question de savoir si je suis légitime ou pas, j'ai considéré que à partir du moment où je tentais de créer des œuvres d'art, je pouvais en parler sérieusement, mais savoir si je suis légitime ou pas, reconnu ou pas, apprécié ou pas, est une question qui m'indiffère complètement. Parce que l'opinion d'autrui, public, artistique, est quelque chose que je respecte quand, selon moi, elle est censée. Et si elle ne me paraît pas censée, je cesse de m'y intéresser. Très bien. Euh, alors, on va faire une petite photo de groupe. Comme on a l'habitude, ne changez rien, ne touchez à rien. Louis, la photo va être imminente. 3, 2, 1. C'est bon, c'est parfait. Merci. Alors, Louis, je vous avais demandé de choisir un livre un petit peu inconnu, méconnu. Je ne sais pas si Kim, vous l'avez ou si c'était ce livre-là, Pourquoi les philosophes. Euh, Pourquoi des philosophes? C'était J'ai celui. écrit ce livre-là parce que ce livre-là, à mes yeux, démasque une imposture philosophique très bien. Il n'est pas estimé à sa valeur, mais je l'ai trouvé remarquable. C'est pour ça que je le cite et j'encourage tout le monde à essayer de le trouver et de le lire. Parfait. C'est alors c'est si vous voulez, euh, il existe une critique mathématique du vocabulaire de l'expression philosophique qui est assez sophistiquée, dont je ne parlerai pas ici, mais qui justement constitue une remise en question fondamentale. C'est la suite des travaux des philosophes de l'école de Vienne, dont l'un des membres s'appelait Carnap ou Wittgenstein, et il s'agit toujours d'expliquer la dérive du sens, la dérive du sens philosophique par l'usage d'un vocabulaire inapproprié. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, et puis, après avoir fait un an de philo, passionné, je me suis rendu compte que cette discipline, en dehors des étudiants et des profs de philo académiques, n'avait pas de public, c'est-à-dire fondamentalement n'intéressait personne, et donc je m'en suis complètement éloigné. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Louis. À l'heure où justement nos sociétés sont en perdition, vacillent, on va dire ça ainsi, comment vous les envisagez dans 50 ans, en 2074? Alors, je vais vous le dire en m'appuyant sur quelques informations scientifiques que je possède.
Je pense que dans 50 ans, l'intelligence artificielle sera un accessoire de la réflexion ou de l'écriture, au même titre qu'aujourd'hui, le téléphone portable euh, intelligent est un accessoire de la vie quotidienne. Je pense que ça va évoluer dans ce sens-là. Je pense également que on va finir par prendre conscience de quelque chose qui avait été expliqué en 1972 par le Club de Rome. Face à la catastrophe écologique qui s'annonce, le Club de Rome, sous la signature de Meadows, avait donné 2 recommandations. La première a été conservée, elle est inapplicable, c'est-à-dire austérité, privation, frugalité, décroissance de la consommation. Et la seconde recommandation du Club de Rome a été systématiquement occultée. Je vais vous la citer, elle est très simple. La Terre n'a pas les ressources pour permettre à 8 ou 10 milliards de terriens de vivre comme vous et moi en Occident. Pour un chimiste qui connaît le problème des ressources, c'est irréalisable. Et par conséquent, ça va mal finir. Bon. On a terminé? Oui, on a terminé. Merci infiniment, Louis et Kim, pour l'avoir assisté. C'était parfait. On vous remercie toutes et tous pour ce moment. Je vais quand même ajouter quelque chose. Oui, Attends, Louis. il aimerait ajouter quelque chose, Anthony. Oui, Très Louis. vite. La façon dont je parle semble me prendre très au sérieux, hein, et est assez doctorale. En réalité, dans mes œuvres d'art, mon objectif fondamental, c'est l'ironie et la dérision. Et donc, derrière chacune de mes œuvres, il y a une dérision et une remise en question d'un code de notre société. Donc, j'en ai pas du tout l'air, parce que je ne ressemble pas à ce que je fais, mais effectivement, c'est ce que je fais. Euh, œuvre ludique, œuvre dérisoire et œuvre de transgression ironique. Voilà. Merci, Louis. C'était le mot de la fin. Merci infiniment. Une très belle soirée à tous. Et je vous Merci tout conseille le monde. évidemment ce Merci. livre-là. Au revoir à tous. Au Merci. revoir, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup.